Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être là. Je suis, en tant que membre de l'ASFEN et aussi membre des Amis du Lysiatome, heureux de vous accueillir pour cette conférence qui est co-organisée par ces deux associations. Donc, on a aujourd'hui comme chairman monsieur Jacques Regalo, qui est président de WANO. WANO, c'est World Association of Nuclear Operators. Donc, il va nous expliquer un petit peu ce qu'est la sûreté et comment il contrôle la sûreté dans tous les réacteurs du monde. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais le laisser s'introduire lui-même mieux que je peux le faire, et je vais lui laisser la parole. Jacques, c'est à vous de prendre le micro. Merci. C'est bon, ça marche bien ? Bien, bonsoir à tous. Je connais certains d'entre vous, mais pas tout le monde, donc bonsoir à tous. Et merci d'être là par ce beau soleil, à cette heure-ci. Donc, oui, je complète un tout petit peu l'introduction. Jacques Regalo, donc, je suis à la base, je suis EDF, salarié d'EDF, encore aujourd'hui, mis à disposition de WANO, l'Association des exploitants nucléaires mondiaux, qui est mon job à temps plein, mais tout en étant donc salarié d'EDF. Et je dis souvent, quand je me présentais, je suis producteur de métier et nucléaire première langue quand même, parce que j'ai fait un peu tous les métiers de la production, mais notamment quand même nucléaire. Et donc j'ai rejoint WANO, j'ai été élu comme chairman. Alors pourquoi chairman ? Premièrement, d'abord parce que c'est transparent, était en anglais, parce que la langue de WANO c'est l'anglais, mais je les ai quand même traduits en français, mais vous verrez qu'il y a quelques mots qu'on a conservés en anglais. Mais chairman, parce qu'en français, ça doit être plutôt président exécutif. Mais dans une organisation un peu compliquée comme WANO, il y a aussi un president. Donc moi, je suis chairman, président exécutif. Il y a un president, en fait, qui est simplement en charge, c'est plus honorifique, d'organiser les assemblées générales de l'organisation. C'est son rôle. Voilà, donc chairman de WANO depuis un peu plus de 2 ans. Et je vais vous expliquer un peu mieux ce que l'on fait. Alors, bien entendu, vous allez vite le comprendre, on essaie d'apporter une contribution à l'amélioration de la sûreté nucléaire, alors notamment pour les réacteurs en exploitation, pas exclusivement, mais notamment pour les réacteurs. On n'est évidemment pas les seuls à le faire. Le titre un peu pompeux, la sûreté nucléaire mondiale 4 ans après Fukushima. Heureusement qu'il n'y a pas que WANO qui y contribue. Par contre, on essaie d'y contribuer de plus en plus activement et vous allez comprendre comment. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu pour ceux qui connaissent moins ce que c'est WANO, ce qu'on a changé après Fukushima, parce qu'on a changé beaucoup de choses au sein des exploitants, bien sûr, des différents exploitants. Toutes les compagnies électricité nucléaire mondiales ont été profondément marquées par cet accident. Mais nous-mêmes, on a assez profondément modifié, bouleversé nos pratiques. J'aurai l'occasion d'y revenir. On est de plus en plus, je crois qu'on n'a plus peur de le dire, en tout cas maintenant. Alors en français, je dirais le Conseil de l'ordre des exploitants. Quand je suis à l'étranger, self-regulator. C'est-à-dire qu'on est l'organisation des exploitants et quelque part, on est en même temps ceux qui sont en appui auprès de chacun de ses membres, mais également ceux qui exerçons notre propre contrôle sur tous les membres de l'organisation. Et donc, de plus en plus, nous sommes, de fait, self-régulateurs de la compagnie, enfin de la communauté des exploitants. Donc, je ferai aussi un petit bilan de ce qu'on a fait depuis 4 ans. Pas seulement nous, puisqu'on coopère évidemment avec de très nombreuses organisations de toute nature. Et puis, bien entendu, alors j'avais déjà reçu un certain nombre de questions, donc je les ai listées, mais j'ai pas répondu encore, parce que c'est mieux que ce soit interactif. Mais évidemment, elles sont loin d'être limitatives. J'ai juste référencé quelques questions qui m'avaient déjà été communiquées. Alors, WANO, alors celle-ci, et je m'en excuse, mais comme WANO est au départ une société internationale de droit anglais, j'ai pas traduit la mission de WANO, qui est celle qui lui a été donnée il y a 26 ans maintenant, puisque WANO a été créé il y a 26 ans. On fêtait le 25e anniversaire l'an dernier. Donc c'est améliorer la sûreté, la maximiser même, et la fiabilité des centrales.
en travaillant ensemble à évaluer, comparer et améliorer la performance grâce à un support mutuel, l'échange d'informations et des meilleures pratiques. Ça, c'est la mission de WANO qui n'a pas changé depuis le début. WANO a été créé en 1989, 3 ans après Tchernobyl. Tchernobyl, donc, c'est avril 86. Et donc, il a fallu 3 ans, parce que c'est une organisation internationale, c'est compliqué de se coordonner avec de nombreux pays. Il a fallu quand même 3 ans pour que, finalement, se rendant compte qu'un accident sur une centrale pouvait impacter tous les pays et tous les exploitants et tous les électriciens du monde entier, pour qu'ils se décident de se coordonner entre eux, et donc, sur cette mission-là, de mettre en commun leurs efforts. Il y avait un précédent que vous connaissez, je pense, pour la plupart, qui s'appelait l'INPO aux États-Unis, sur un modèle finalement pas si éloigné que ça de WANO, juste après l'accident de 3 Mile Island, donc là c'était en 1979, donc la même année, en 1979, avait été créé l'INPO aux États-Unis. L'INPO, c'était le même principe finalement, c'était une coopérative, j'ai envie de dire de ça. C'est une compagnie à part entière, donc commerciale, mais coopérative de tous les exploitants américains, et qui avaient décidé de mettre en commun leurs efforts pour à la fois tirer le retour d'expérience de l'accident de 3 Mile Island, mais également, de la même manière, améliorer la sûreté par l'échange des pratiques entre eux, les évaluations entre eux, etc. Donc WANO a été créé en fait 10 ans après, et donc après Tchernobyl, mais au niveau international. On a beaucoup appris de l'INPO, mais aujourd'hui, la mission de WANO est différente, puisque donc, elle a, j'ai envie de dire modestement, la planète entière comme terrain de jeu. Ce qu'on peut dire aujourd'hui quand même, c'est qu'il y a 33 pays membres de WANO. C'est tous les pays qui ont des centrales. Et qu'évidemment, ce nombre de pays, j'y reviendrai à de nombreuses reprises, ne cesse de croître. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Voilà. Alors, l'appartenance à WANO, bien entendu, elle est facultative. Par contre, ce que je constate, c'est que tous les exploitants nucléaires, sans exception, ils sont membres, ils sont adhérents. Et donc, on a les producteurs d'énergie nucléaire, bien entendu. On a aussi un certain nombre de propriétaires ou d'actionnaires. Des fois, ça peut être les maisons mères, ça peut être un simple actionnaire qui a souhaité être membre de WANO pour finalement accéder à une information de bon niveau sur les meilleures pratiques en matière de sûreté. On a aussi ce qu'on appelle un certain nombre d'organismes qui, touchant la sûreté nucléaire, ont également choisi de rejoindre. Mais fondamentalement, la cible première, là aussi j'y reviendrai peut-être, c'est avant tout les centrales de production nucléaire. Néanmoins, et ce depuis l'origine, les usines de retraitement sont affiliées à WANO. Donc, par exemple, Areva est membre de WANO au titre de La Hague, ou Sellafield, par exemple, au Royaume-Uni. On a le JAEA japonais qui est membre de WANO aussi, parce que je ne sais pas jamais s'il faut le dire au passé, au présent ou au futur. Il est l'exploitant de l'usine de Rokashomura au Japon. Bref, donc les usines de retraitement sont avec nous. On considérait à l'époque probablement que le niveau de risque était peut-être comparable, mais en tout cas que les bonnes pratiques étaient sûrement transposables entre une centrale de production et une usine de retraitement. Donc voilà, 33 pays, je l'ai dit, 130 membres, donc c'est 130 compagnies, qui représentent 220 centrales. Bon, évidemment, ce n'est pas lisible ici, c'est les différents sites. Alors, centrales ou sites, et 400, ça change tous les jours, mais 445 réacteurs à peu près en exploitation aujourd'hui, plus donc les usines de retraitement. Donc voilà, c'est, si je puis dire, la clientèle de WANO. Alors, dès cette année, on va avoir un nouvel entrant, c'est la Biélorussie, qui nous rejoint au mois de juillet. Alors, c'est la compagnie. Quand je dis la Biélorussie, c'est un raccourci.
Bon, cela dit, en Biélorussie, c'est pas tellement un raccourci parce que c'est une compagnie d'État. La centrale s'appelle Biélorussie NPP, donc c'est quand même très bon. Ils construisent 2 réacteurs. Enfin, c'est les Russes qui construisent 2 réacteurs VVER en Biélorussie. Et ils nous rejoignent dès le mois de juillet. Et j'y reviendrai encore. Bien sûr, on a de nouveaux pays qui frappent à la porte. Alors, juste, je ne vais pas appesantir, c'est un peu de la cuisine interne, mais ça permet peut-être de comprendre un peu mieux notre rôle. Donc, WANO, au niveau mondial, est basé à Londres. Donc, c'est une organisation de droit britannique. On a un bureau à Hong Kong qui a été créé il n'y a pas très longtemps, essentiellement pour aider et accompagner les nouveaux projets nucléaires. Bon, j'y reviendrai. Et évidemment, les nouveaux projets nucléaires, je ne vais pas vous l'apprendre, ils sont quand même beaucoup en Asie, mais notamment en Chine. C'est pour ça qu'on a un bureau délocalisé du centre de Londres qui est à Hong Kong. Mais fondamentalement, l'organisation a été conçue au départ comme une espèce de confédération de 4 centres régionaux. Un qui est donc à Atlanta et qui couvre, pour faire simple, l'Amérique, c'est pas tout à fait vrai. Parce que par exemple l'Afrique du Sud est affiliée à Atlanta Center, ESCOM est affiliée à Atlanta Center. Donc il y a, notamment pour des choix de conception de design, il y a les centres d'affiliation qui peuvent varier et qui ne sont pas uniquement sur des critères géographiques. Il y a un centre à Paris qui couvre l'Europe de l'Ouest, pour faire simple. Moscou qui couvre la Russie et l'Europe de l'Est. Et donc Tokyo qui couvre l'Asie. Alors au départ en 89, bon, sur le plan historique, alors ça va de soi bien entendu, WANO est une organisation apolitique et qui n'a pas de finalité commerciale. Bon, néanmoins, on s'en rend compte tous les jours, tout est politique. Et si WANO peut être créé en 89, c'est parce que les acteurs dominants de l'époque l'ont voulu. Et les acteurs dominants de l'époque, c'était les Américains, les Russes, les Français, les Anglais, les Japonais. Mais ça n'était possible à l'époque que si, finalement, on avait un niveau central de coordination relativement faible et des régions très autonomes. Et c'est comme ça que s'est construit en fait l'organisation au départ. C'était une vraie confédération de régions, mais avec une autonomie assez large d'un continent à l'autre. Et j'y reviendrai, c'est quelque chose que petit à petit on est en train de corriger, parce que si on veut, c'est dans notre mission, comparer le niveau de sûreté, il faut évidemment qu'on ait des méthodes comparables d'un continent à l'autre, et il faut qu'on soit sûr d'avoir la même exigence, quel que soit l'opérateur, quel que soit le pays, quel que soit l'environnement dans lequel il évolue. Bon, j'ai fait figurer en haut la composition actuelle du board, du conseil d'administration. J'ai envie de dire, c'est pas forcément important en soi, c'était juste pour indiquer qu'on a, et c'était ça qu'on avait voulu lorsque on a organisé récemment, en fait, c'est dans la suite de Fukushima, on a réorganisé le conseil d'administration. Le but, c'est d'avoir au conseil d'administration les plus gros, entre guillemets, les plus représentatifs. Enfin, pas toujours les plus gros, mais en tout cas, les principaux acteurs et ceux qui représentent aussi une certaine forme de diversité. Par exemple, on a aussi un Brésilien, par exemple. On a un Hongrois qui sont pas forcément des pays dominants dans le domaine de l'industrie nucléaire, mais qui représentent aussi une vraie réalité de petits exploitants. Mais on a les principaux acteurs, donc Bob Willard, c'est le directeur général de l'INPO. On a le CEO d'Exelon, qui est le plus gros électricien nucléaire américain. Sur le centre de Paris, Jean-Bernard Lévy, qui conseille l'administration. On a, parce que donc CGNPC, le plus ancien opérateur chinois ayant des réacteurs de technologie Framatome, avait choisi de s'affilier au centre de Paris, et donc CGN est représenté au conseil d'administration. Mais on a également un deuxième chinois, le deuxième autre acteur important en Chine aujourd'hui, CNNC, qui est présent. On a 2 japonais, on a le russe, l'ukrainien. Bon.
un panorama qui se veut divers, où les principaux acteurs sont là, mais on a également aussi représenté des pays peut-être un peu moins dominants, mais qui ont du nucléaire. Et c'est important, évidemment, qu'on s'occupe également de ces pays, et a fortiori qu'on ait un œil attentif sur les potentiels nouveaux entrants. Voilà. Donc l'organisation, c'est un siège mondial à Londres qui, petit à petit, j'y reviendrai, prend un peu plus d'importance, et des régions qui, à la base, fournissent les moyens nécessaires au développement des programmes d'appui de WANO. Alors les principaux programmes, je ne vais pas les passer en revue de façon très détaillée. Je vais faire un petit focus sur le plus connu, le plus emblématique. J'ai beaucoup de mal même à le traduire en français. D'ailleurs, c'est pour ça que la partie de droite, on l'a laissé en anglais, puisque le programme le plus connu, je pense, c'est celui des peer reviews, des évaluations faites par des pairs. Le principe, il est simple, c'est de challenger une centrale par d'autres exploitants ou d'autres experts, d'autres centrales, d'autres électriciens, d'autres pays. Et le plus possible d'ailleurs, avec des équipes internationales. Le but étant, encore une fois, de pouvoir échanger les bonnes pratiques. Je vais y revenir parce que c'est Revue de pair, qui d'ailleurs n'était pas le premier programme de WANO. Là aussi, on s'est inspiré de l'INPO au départ, qui faisait ça sur le parc américain depuis un moment. Mais au début, en 89, par exemple, faire des évaluations de sûreté par des collègues, parfois concurrents, mais personne n'est concurrent en matière de sûreté, tout le monde est contributeur. Faire des revues par d'autres n'était pas envisageable à l'époque. Ça n'est venu qu'un peu plus tard. On a un autre programme qui est basé assez classiquement sur le retour d'expérience en exploitation, c'est-à-dire qu'on incite tous les membres à déclarer les événements intéressants. Ça va au-delà, bien entendu, de ceux qui sont signalés aux autorités de sûreté nationale. C'est tout événement qui peut être utile à la communauté et qui après fait l'objet classiquement d'analyses et de rapports dont certains comportent des recommandations que l'on considère comme obligatoires. Et je vais y revenir parce que ça veut dire que lorsqu'on fait des revues par des pairs, on contrôle systématiquement si les recommandations sont prises en compte ou pas. Et si elles ne l'étaient pas, on est amené à prendre des mesures de pression à minima, j'y reviendrai. Il y a un programme qui tourne autour, bien sûr, classiquement aussi, de formation et développement. Il y a des formations pour les directeurs généraux, CEO de compagnie. Il y a des formations pour l'équivalent de chef d'exploitation ou responsable sûreté. Et puis il y a des séminaires. On a tous les 2 ans une réunion de tous les patrons de centrales du monde entier. Et donc on a ce qu'on appelle le Biennial General Meeting, qui est la grande conférence de WANO, également tous les 2 ans en alternance. Et puis on a un programme qui s'appelle Support technique et échange, qui est un petit peu vague. Juste 2 exemples. Support technique, ça peut être un exploitant se pose des questions dans un domaine précis, il souhaite un avis de pairs, mais d'experts venant de compagnies pairs. Et on monte ce qu'on appelle une Technical Support Mission qui est ciblée sur un sujet. Un exemple, TEPCO, exploitant japonais, propriétaire, exploitant un certain nombre de sites, dont celui de Fukushima, nous a demandé, il y a encore pas longtemps, faire une Technical Support Mission sur la culture de sûreté de la compagnie. Bon. Ben on monte avec des gens qui connaissent bien ce sujet, des spécialistes, des grilles d'évaluation, une mission d'appui. Les échanges sont possibles si on peut comparer. Pour pouvoir se comparer, il faut qu'on ait des indicateurs communs. Un des programmes très importants qui a vu le jour dès le début, c'est des indicateurs de sûreté et de performance. Encore une fois, il faut que tous les exploitants du monde entier mesurent leur performance et leur sûreté en exploitation de manière comparable. Et donc, on a des indicateurs qui aujourd'hui sont appliqués par toutes les compagnies du monde entier et qui permettent tout simplement de comparer les résultats d'un site à l'autre. Voilà, donc ces 4 programmes principaux, basiquement, ils sont faits par des pairs, c'est-à-dire par des exploitants d'autres compagnies, mais on s'appuie sur un certain nombre de permanents. Et aujourd'hui, il y a 400 permanents. WANO, c'est 400 personnes à temps plein
en général mis à disposition ou détachés de leur compagnie d'origine, parfois pour des durées plus courtes, pour des évaluations, des peer reviews, pendant quelques semaines, renforcées par des exploitants en poste, si je puis dire. Donc voilà, le principe de Wano. Bon, et tout ça est assez itératif, c'est-à-dire que après une peer review, on demande à la centrale de faire un plan d'action. Éventuellement, s'il le souhaite, on peut faire des missions d'appui spécifiques sur des sujets. On fait systématiquement, on se contente pas de faire des recommandations, on va voir après des visites de suite si réellement elles sont prises en compte. Et puis tout ceci est un cycle permanent qu'on a renforcé et densifié après Fukushima, je vais y revenir. Voilà. Donc, sans vouloir me répéter, donc 89, 3 ans après Tchernobyl, création de Wano. L'idée à l'époque était en s'organisant entre nous, en ayant comme objectif d'améliorer la sûreté et de l'aligner sur les meilleures pratiques internationales. C'est un point que je n'ai pas souligné jusqu'à maintenant, et c'est une des différences, il y en a d'autres, bien entendu, avec les autorités de sûreté nationale, c'est que notre référentiel, ce n'est pas la réglementation. Notre référentiel, c'est les meilleures pratiques du marché, si je puis dire, les meilleures pratiques internationales reconnues par les exploitants entre eux. Et c'est à partir de là qu'on fait nos évaluations et qu'on positionne la qualité de l'exploitation de la centrale qui est visitée. C'est comme ça que Wano a été conçu, mais quelque part, en 2011, on a été mis en échec. Bien entendu, c'est pas Wano qui était l'exploitant de Fukushima Daiichi, c'était TEPCO. Et puis TEPCO, d'ailleurs, est probablement pas le seul responsable. Mais ça veut dire qu'on n'a pas été capable de l'anticiper, de le prévoir, d'apporter peut-être une aide supplémentaire à cet exploitant. Et donc, on s'est profondément remis en question. On a créé une Post-Fukushima Commission qui a travaillé très rapidement en quelques mois et qui nous a dit, bon, il faut étendre le périmètre de nos actions. Par exemple, on n'allait pas assez loin, regarder l'organisation de crise, comment ça marchait, les accidents de dimensionnement, le stockage de combustible, qui évidemment est un des points importants. Et par exemple, c'est un des points délicats, on ne regardait pas trop les aspects design, conception, pour une raison simple, c'est que tous les exploitants sont membres de Wano, qui exploitent des réacteurs pressurisés, bouillants, surgénérateurs, des Candu, tous les exploitants y sont. Et donc, le but de Wano n'est pas de recommander un design par rapport à un autre. Ça ne veut pas dire, et évidemment, on le voit dans l'accident de Fukushima, qu'il n'y a pas des problèmes de conception qui génèrent éventuellement un affaiblissement du niveau de sûreté et qu'il n'y a pas nécessairement chez chaque exploitant le devoir d'interroger son outil, la conception de son outil et de l'améliorer pendant la durée de vie pour tenir compte du retour d'expérience. Et donc on a décidé d'intégrer un certain nombre de dimensions liées au design et à l'amélioration technique des installations et pas uniquement l'exploitation en elle-même. Bon, on a décidé de s'organiser pour mettre en œuvre une stratégie de gestion des événements intégrée au niveau mondial, j'y reviendrai. On a voulu durcir, j'emploie des mots encore plus simples que accroître la crédibilité et la pertinence, c'est durcir notre niveau d'exigence et de prescription en densifiant, en améliorant la qualité des revues, mais en les rendant plus nombreuses. On a été beaucoup plus exigeants vis-à-vis de nos membres, hein. C'est-à-dire que systématiquement, on sait très bien que c'est pas facile, mais on demande qu'il y ait un engagement visible au plus haut niveau, et les gens, quand ils rejoignent Wano, s'engagent à ce type de pratique. Donc j'ai dit les revues plus fréquentes, je vais y revenir. On a essayé aussi d'améliorer la transparence en interne et la visibilité en externe, mieux un peu faire savoir ce que l'on fait, et puis ce qui est, à mon avis, tout à fait fondamental, c'est la cohérence interne. On a 4 centres régionaux et il fallait, et on y travaille, mais c'est encore un enjeu fort pour demain, renforcer la cohérence entre nous, entre les régions. Faire en sorte qu'une peer review faite par une équipe internationale sur une centrale ukrainienne ait la même valeur qu'une peer review faite par une
une équipe internationale sur une centrale américaine, et que les résultats finalement puissent, à un moment donné, quelque part être étalonnés les uns par rapport aux autres, et que le niveau de sûreté, sur une échelle, puisse être positionné. Je vais y revenir. Donc voilà, on s'est dit, on veut changer tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'est mis en chantier pour prendre des décisions concrètes. Tout ça avec 33 pays quand même. Et on s'était dit, 4 ans après Fukushima, on doit être capable de présenter des résultats. Bon, on a notre assemblée générale biennale à Toronto en octobre prochain, et on va faire le bilan de tout ce qu'on a fait. Globalement, on a beaucoup progressé. On a, dans un contexte quand même qui était difficile économiquement dans beaucoup de pays, et sur la base des cotisations de nos membres, on a doublé nos ressources, puisqu'avant il y avait à peu près 200 permanents, maintenant on est 400, et ça veut dire que chaque membre a accepté de augmenter très significativement, dans un contexte économique difficile, sa contribution, le financement à l'organisation. Donc, grâce à ces moyens, on est en passe de réussir nos objectifs. Bien entendu, il faudra les maintenir dans la durée. On avait également pris la décision, c'était sûrement adapté dans le cadre de TEPCO, mais pas que, de conduire très systématiquement maintenant des évaluations de pairs, des peer reviews, pas seulement au niveau des centrales, mais au niveau des compagnies elles-mêmes. Et c'est très important, c'est aller voir par exemple sur une compagnie, quel que soit le pays, quelle que soit la taille de la compagnie, est-ce que par exemple la sûreté est la première priorité, comment sont faits les arbitrages entre par exemple les investissements et en matière de sûreté et les économies. Est-ce que le niveau corporate est bien en appui autant qu'il devrait l'être des sites pour les aider lorsqu'ils en ont besoin? Est-ce que la sûreté, encore une fois, reste la première obligation? Donc tout ça, on s'est dit, il faut qu'on ne se contente pas de faire des peer reviews des sites, mais des compagnies exploitantes elles-mêmes, et on le fait aujourd'hui. Alors, notre objectif, et c'est pour ça qu'il fallait plus de ressources, c'est de faire une revue de sites peer review tous les 4 ans. Donc 220 sites, ça veut dire 50 à 60 peer review par an, sachant qu'on fait des visites de suite systématiques entre 1 à 2 ans après. Ça veut dire que, en fait, en moyenne, tous les 2 ans, chaque centrale du monde entier reçoit une évaluation de sûreté, une peer review de WANO. On conduit en plus dans des revues de type corporate chez tous nos membres. On a systématisé, et c'est pour ça qu'on a créé en Asie le bureau de Hong Kong, des revues de pré-démarrage, c'est-à-dire avant, c'est le meilleur moment en tout cas, le premier chargement en combustible, de faire une évaluation de la sûreté. Est-ce que l'exploitant est prêt? Est-ce qu'il est prêt à démarrer dans de bonnes conditions et avec un bon niveau de connaissance, encore une fois, des meilleures pratiques, son réacteur? Dans le cas spécifique du Japon, qui n'a pas encore redémarré son premier réacteur, ça devrait venir peut-être cet été, on a essayé de les aider et on a fait des revues un peu spéciales, soit pour des arrêts de longue durée, puisque pour certains d'entre eux, ils sont arrêtés depuis plus de 4 ans maintenant, soit des revues pour les aider à préparer le redémarrage, donc pour ceux qui sont les plus avancés. Donc là aussi, c'est des mesures un peu spécifiques. Et je l'ai laissé un peu entrevoir en disant qu'on voulait absolument pouvoir avoir une évaluation comparable de performance d'un continent à l'autre. On a décidé, et nous avons commencé à tester, un programme de classement du niveau de sûreté des centrales du monde entier. L'idée est assez simple, mais pas forcément facile. Imaginez à faire accepter de tous les patrons des sociétés exploitantes, mais pourtant ils ont voté à l'unanimité ce type de décision, de 1 à 5, comme le faisait l'INPO, là aussi aux États-Unis, mais avec une seule autorité de sûreté américaine et sur un seul parc américain, de 1 à 5 positionnés,
toutes les centrales du monde entier, qu'elles soient iraniennes, pakistanaises, russes, françaises, anglaises ou américaines. 1 étant le niveau de sûreté le meilleur, 5 étant un niveau de sûreté insuffisant. Donc c'est un challenge qu'on s'est donné. La méthodologie a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration et on commence à développer ce système depuis 1 an. J'y reviendrai un peu plus tard. Nos peer reviews, on les a aussi donc modifiés, puisque donc on vérifie maintenant systématiquement qu'il y a un processus d'amélioration continue du design pendant l'exploitation. En fait, ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on appelle les Designed Informed Review, c'est-à-dire des peer reviews faisant l'objet d'une analyse détaillée préalable du design et de la conception du réacteur. C'est parce qu'on veut vérifier 2 choses. Premièrement, que l'exploitant est pleinement conscient du niveau de sûreté des installations et de conception des installations qu'il exploite. Et ensuite, deuxièmement, qu'il a le souci de tenir compte du retour d'expérience pour l'améliorer de façon continue. C'est ces choses-là qu'on essaye de voir. C'est pas toujours évident. Là aussi, on s'est heurté à un certain nombre de freins de certains pays, mais on est en train de généraliser parce que c'est la phrase du bas. On considère qu'un exploitant, il ne doit pas uniquement se soucier d'exploiter en qualité et en sûreté. Il doit être à tout moment conscient que sa centrale est sûre. Et j'ai presque envie de dire intrinsèquement sûre. On voit bien quand on dit ça qu'on met le niveau très, très élevé. Mais ça veut dire en clair que ces installations, indépendamment de la qualité dont il les utilise, sont suffisamment sûres au vu des améliorations techniques qu'il a pu apporter. Bon, on a intégré, je l'ai dit, gestion de crise, stockage des combustibles usés. Alors aujourd'hui, on ne le regarde que sur les sites en exploitation. Donc c'est évidemment toutes les piscines de stockage, c'est aussi le stockage sec pour ceux qui le pratiquent. On n'a pas été, encore une fois par les usines de retraitement, sur l'ensemble du cycle de combustible, de l'aval du cycle, et notamment sur les activités de type déconstruction ou stockage de longue durée. Peut-être que ça viendra un jour, mais ce n'est pas dans nos priorités. Bon, et puis, mais j'y reviendrai à plusieurs reprises, les autorisations de démarrage, c'est pour nous, enfin les centrales en démarrage et les nouveaux entrants, c'est vraiment un sujet important de préoccupation. Et j'allais dire, Wano en général, moi à titre personnel, je suis extrêmement attentif à ce que j'appelle les nouveaux entrants. Bon, ça c'est assez facile à comprendre. Nouveaux entrants, ça peut être dans un pays qui a déjà un programme nucléaire, qui a déjà donc un système et une infrastructure, une nouvelle compagnie exploitante. En Chine, par exemple, au début, il y avait que CGN qui était exploitant. Maintenant, il y a d'autres compagnies qui construisent des réacteurs et qui demain seront exploitantes. Donc, comment on les prépare à ça? Mais c'est aussi surtout des pays qui démarrent pour une première fois un réacteur ou qui ont la prétention, j'ai envie de dire, de le démarrer. Et là, il y a tout un nombre de prérequis extrêmement importants. Le prix à payer est fort et il est surtout long. C'est un système complet qui est à construire. C'est pas uniquement un exploitant compétent. Et donc, on est vraiment très attentif à certains nouveaux entrants parce qu'on a des pays aujourd'hui qui prétendent faire du nucléaire et qui ont sûrement un chemin encore un peu long devant eux. Et puis, on a aussi des membres isolés. Les membres isolés, on peut en avoir de différentes natures. Je vais peut-être en citer 2 ou 3. On a l'Afrique du Sud d'une certaine manière, puisque l'Afrique du Sud, c'est un vieux pays nucléaire. À part qu'ils ont construit qu'un réacteur il y a 30 ans maintenant. Ils n'en ont pas construit depuis. Ils sont évidemment les seuls sur le continent africain à avoir des réacteurs de ce type-là. Et donc, il faut être tout simplement attentif à ce qu'ils ne soient pas isolés, c'est-à-dire qu'ils soient intégrés à la communauté, puisque le principe, c'est qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Hein, et donc, qu'ils soient vraiment connectés sur la communauté. Et donc, on a un point de vigilance, surtout que les conditions économiques ne s'améliorent malheureusement pas dans ce pays, sur, par exemple, l'Afrique du Sud. Un autre pays que je peux citer, l'Arménie. Petit pays,
sismique, fortement sismique. Un seul site, 2 réacteurs, un à l'arrêt, un qui fonctionne. Heureusement qu'il y en a un à l'arrêt parce que ça permet de le cannibaliser et d'y prendre les pièces de rechange pour la tranche qui fonctionne, parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer de pièces de rechange, parce que l'économie du pays est difficile. Donc ce type de pays, il faut faire très attention. Et donc, vraiment, et d'une certaine manière, je joue un peu le rôle d'ambassadeur, je suis très attentif à tout ce qui est nouveaux entrants ou pays isolés, on y reviendra peut-être. Là, je décris un petit peu ce qu'on appelle le processus de classement des centrales, hein, que Wano essaie de mettre en place progressivement. Donc on est en train de tester depuis le mois de septembre dernier. Donc c'est intercomparer la sûreté des centrales sur la base des résultats des revues et des observations faites par nos équipes lors de ces revues. On tient compte évidemment d'autres facteurs, hein, le nombre d'événements déclarés, c'est-à-dire que de la même manière qu'on n'aime pas les compagnies ou les pays trop isolés, on n'aime pas les centrales silencieuses. Des centrales qui ne déclarent jamais le moindre événement, qui chez moi tout va bien, j'ai rien à signaler, on n'aime pas trop ça. Donc on est très attentif au nombre d'événements déclarés, aux indicateurs de sûreté, aux différentes missions, bref, il y a un certain nombre de choses qui y sont faites. Tout ça pour finalement donner aux patrons de ces compagnies une information supplémentaire et indépendante, parce qu'elle est indépendante par définition de l'interne, hein, de la ligne hiérarchique traditionnelle. Elle est aussi indépendante de l'autorité de sûreté. Hein. C'est l'information des exploitants entre eux. Une évaluation globale donc par rapport à des standards, j'ai dit, qui sont des niveaux de performance ou d'excellence qui en principe sont les meilleurs sur le plan international. Bien entendu, ça permet, je vais continuer là-dessus, aussi d'identifier les centrales qui posent un risque important vis-à-vis de la sûreté, parce que le rôle de notre Conseil de l'ordre, hein, je reprends l'expression, c'est de les aider, hein, c'est de leur apporter un soutien plus important, mais aussi d'identifier les pratiques les plus performantes et de les faire connaître. Donc voilà, c'est l'objectif de ce classement. Le but, c'est pas de donner une note bête sans aucune signification derrière. Et pour ce qui est, là j'ai pas traduit là non plus, mais parce que c'est pas facile à traduire, à la limite c'est plus facile en anglais. Et le plan de focus, c'est les centrales sur lesquelles on a un œil particulier, hein, parce que soit elles sont isolées, soit elles ont un niveau de performance préoccupant. Donc il faut bien entendu identifier dans chaque région les centrales qui présentent ce type de risque. Il faut s'assurer, parce que c'est pas forcément toujours le cas, que le patron, des fois c'est un banquier, hein, le patron. Hein. Quand je dis le patron, c'est le plus haut niveau. Hein, c'est pas les niveaux intermédiaires. Parce que là où les décisions stratégiques sont prises, c'est au plus haut niveau. Est-ce que le patron est bien au courant qu'il y a une ou deux de ces centrales qui sont problématiques? Donc ça, il faut le vérifier. Et puis, il faut, en accord avec lui, organiser un appui supplémentaire, soit au niveau de la région, soit de l'ensemble des régions et des continents. Et puis, bien sûr, assurer un suivi un peu plus renforcé. Bon, donc voilà, ce principe, évidemment, c'est les régions qui vont le mettre en œuvre, mais avec le soutien éventuellement de l'organisation sur le plan mondial, et on commence là aussi à le mettre en œuvre cette année dans la continuité. C'est finalement la suite logique du début de déploiement de notre système de notation et de classement. Hein. Voilà, vous aurez peut-être des questions là-dessus, on y reviendra. Juste peut-être quelques éclairages sur... donc Wano, on est la seule organisation hein, à laquelle appartiennent tous les exploitants du monde entier, mais on coopère avec d'autres. J'ai cité plusieurs fois l'INPO, Crévin Wano, avec qui on coopère étroitement, et notamment notre centre Wano d'Atlanta, on a des synergies importantes avec eux. Alors, on est c'est normal, coordonné avec l'AIEA, puisque finalement, avec nous, ce sont les seuls qui représentent l'ensemble des pays concernés, l'ensemble des pays nucléaires, Agence internationale d'énergie atomique, donc agence de l'ONU, dont les membres sont les États, et en général représentés dans les instances par les autorités de sûreté de ces États.
Donc on a un accord de collaboration, on coordonne nos actions, nos programmes d'évaluation, parce qu'ils en font eux aussi de leur côté, beaucoup moins que nous, mais on essaie de les coordonner. Et on essaye, je vais y revenir là aussi, parce que pour moi c'est un point fondamental pour nous dans le futur, de vraiment renforcer notre travail en commun pour l'appui aux pays nouveaux entrants. Parce que finalement, c'est l'AIEA et nous qui sommes probablement les mieux placés pour aider ces pays-là. Bon, on a une coordination étroite au Japon avec le JANSI. Alors, vous connaissez peut-être pas, c'est Japanese Nuclear Safety Institute. C'est l'INPO japonais, pour faire simple. Enfin, ça devrait être l'INPO japonais. Ça n'est pas encore tout à fait, mais ça viendra peut-être. Hein, donc, on essaie de se coordonner, de soutenir le JANSI, parce qu'on pense que il a été créé après Fukushima, hein, bien sûr. On pense que c'est important de les aider. À titre personnel, par exemple, je suis membre ils ont un International Advisory Committee auquel je participe. Dans le même ordre d'idée, on a des contacts avancés avec le China Nuclear Energy Association, qui pourrait être un INPO chinois. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, une espèce de coopérative ou sur le périmètre d'un pays, hein, et non pas bien entendu au niveau international, apporter un appui aux exploitants du pays concerné. Et il est important, bien sûr, qu'on se coordonne avec eux. Et puis on coopère avec pas mal d'organismes divers, j'en ai cité là, mais on pourrait mettre beaucoup plus. Alors, finalement, c'est peut-être déjà quelques premiers éléments de réponse par rapport au sujet. Est-ce que la sûreté a progressé depuis Fukushima ? Bon, alors déjà au niveau des opérateurs, et j'en ai rencontré beaucoup, j'essaie d'aller dans tous les pays membres de WENO. J'ai pas encore vu les 130 membres, mais j'en ai vu quand même pas mal. J'en connais aucun qui n'ont pas fait un retour d'expérience très sérieux après Fukushima. Et je pense, j'essaie de pas pécher par optimisme, parce que c'est pas bon quand l'objectif c'est d'améliorer en permanence la sûreté, donc il faut jamais trop bercer dans l'optimisme. Je pense que la réaction des exploitants pré-Fukushima était très différente de celle après Tchernobyl. Après Tchernobyl, il y a eu deux réactions. Enfin, j'étais évidemment à EDF à ce moment-là, et c'était ce que j'ai entendu, en tout cas dans la maison, mais il n'y avait pas qu'à EDF qu'on l'entendait. Bon, d'abord, c'est en Union soviétique. Et puis l'Union soviétique, c'est un autre monde, ils font n'importe quoi là-bas, c'est pas un pays démocratique, il n'y a pas de contre-pouvoir. Bon, donc, et puis, en plus, ils n'avaient pas d'enceinte de confinement. C'était des réacteurs complètement différents des nôtres. Donc chez nous, ça ne peut pas arriver. Pratiquement tous les pays disaient ça, après Tchernobyl. Après Fukushima, je n'ai jamais entendu dire ça. On ne peut pas dire que le Japon, c'était pas un pays développé économiquement. C'est une démocratie, il y a une presse très active, il y a des contre-pouvoirs, il y a une vraie culture depuis des décennies, et malgré tout, ils ont eu un accident sérieux que finalement on n'avait pas prévu, on n'avait pas anticipé, et donc c'est peut-être le côté positif du revers de la médaille. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est en soi, je pense, une bonne chose, je n'entends plus un exploitant dire un accident sérieux n'est pas possible chez moi. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît que il faut s'y préparer dans tous les pays et chez tous les exploitants. Ce qui est quand même assez nouveau, hein, parce que je pense que c'est pas forcément le discours qui était tenu il y a encore quelques années. Bon, moi, ce que je constate, c'est que l'engagement des exploitants s'est considérablement renforcé, hein. Donc je vous ai donné par exemple le niveau de représentation au conseil d'administration de WENO. Nos centres de Tokyo par exemple, il y a quelques années, on avait des niveaux de responsabilité intermédiaires. Maintenant, tous les CEO de toutes les compagnies japonaises sont au conseil d'administration du centre de Tokyo. Et comme les Japonais l'ont fait, les Coréens ont fait la même chose. Les Indiens ont fait la même chose, et donc on a vraiment rehaussé le niveau d'engagement, et ce qui est en soi est important, parce que, encore une fois, quel que soit le background du patron d'une société d'exploitation, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui décide des investissements, c'est lui qui décide des priorités, c'est lui qui organise la gestion de crise, c'est lui qui est responsable de beaucoup de choses, et donc il est important qu'il soit engagé au plus haut niveau.
Bon, je l'ai un peu dit, et aujourd'hui, je suis pas sûr que, enfin, je suis même sûr qu'on n'aurait pas pu écrire ça en 1989 quand on a créé Wano. Mais Wano est devenu l'autorégulateur, le self-régulateur des exploitants ou le conseil de l'ordre, comme on veut. On a dans nos statuts la possibilité, alors, qui est à mon avis, finalement, surtout la mesure à ne pas prendre, d'exclure un membre, ce qui à mon avis ne fait pas grand sens. Parce que si on exclut un membre parce qu'on estime qu'il n'a pas un bon niveau de sûreté ou qu'il ne suit pas les recommandations, on n'aura aucun moyen de levier sur lui. Et c'est sûrement pas la bonne formule. Par contre, on a des moyens de pression. Le premier, c'est la pression collective. C'est déjà arrivé. Je ne veux pas forcément citer ici les pays, les situations, qu'on organise un déplacement avec plusieurs patrons, enfin gouverneurs du board, donc des CEO de différentes compagnies, pour aller chez un voisin, lui expliquer « tu fais pas ce qu'il faut, tu dois ouvrir tes portes, tu dois accepter les recommandations et mettre en œuvre ce qui t'est dit par la collectivité ». Donc on l'a fait, et ça a marché. On a un autre moyen de pression, c'est de médiatiser les choses. Alors on peut les médiatiser, à mon avis, là aussi, un peu une dernière extrémité, à l'extérieur, vers la presse, mais on peut aussi les faire connaître des autorités de sûreté ou des gouvernements concernés. C'est un moyen de pression. Là aussi, on l'a déjà utilisé. Un exploitant qui n'était pas réactif, qui ne suivait pas les recommandations et sur lesquelles on avait des inquiétudes sérieuses, on a écrit au patron de l'autorité de sûreté, on a écrit aux ministres concernés en leur disant il y a quelque chose à faire. Nous, en tout cas, au sein de la communauté des exploitants, on estime que votre société ici n'est pas tout à fait au niveau d'exigence qu'on doit avoir. Donc voilà, on est devenu conseil de l'ordre. Bon, problème des capences, je ne sais pas comment c'était en anglais, j'ai traduit comme ça, avec système de classement mondial par niveau de sûreté et notre identification des plantes, des centrales, pardon, qui nécessite un suivi rapproché et particulier. Bon, on a pas mal de points d'attention. Alors, un premier qui est interne, que j'ai déjà un peu évoqué, il faut absolument que nos méthodes d'évaluation soient cohérentes sur l'ensemble du monde, donc d'un continent à l'autre. Parce que ça n'a évidemment aucun sens de faire un classement mondial si les méthodes d'évaluation sont très différentes entre les régions et entre les continents. Donc on a un challenge qui est finalement, alors, surtout pas de centraliser notre fonctionnement, mais de l'intégrer et d'avoir des méthodes et des processus communs. Et par exemple, ça passe par des équipes systématiquement internationales. Et quand je dis internationales, pour moi, c'est pas seulement qui viennent du continent concerné, mais de tous les continents. Pour, encore une fois, aligner les gens sur les meilleures pratiques. Donc ça, c'est notre challenge interne. Après, on a, à l'évidence, souvent pour des raisons culturelles, historiques. C'était probablement le cas du Japon, par exemple, pour des raisons historiques, isolement, pendant des siècles, du Japon, qui avait fermé ses frontières, une certaine culture du secret, on n'est pas transparent, on ne signale pas les choses, et où on considère, et pour moi c'est presque pareil, on n'a pas besoin des autres, on est autosuffisant. Nous on est bons, on a de bons résultats, on n'a rien à apprendre des autres. Et ça, c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on n'aime pas trop entendre, et vraiment on pousse, encore une fois, à l'ouverture, la transparence. Encore une fois, on est meilleur à plusieurs que meilleur tout seul. Le principe est assez simple. Bon, il reste des centrales isolées sur le plan géopolitique ou économique. J'en ai cité. Il y en a sûrement d'autres. Et puis, il y a l'arrivée de nouveaux entrants. Et le développement rapide de certaines flottes qui changent complètement le paysage. Dans 15 ans, et même s'ils font que la moitié des réacteurs en projet, la Chine aura plus de réacteurs en exploitation que les États-Unis. En Chine, il y a 20 réacteurs en exploitation, il y en a 30 en construction, il y en a 100 en projet.
et il y a un projet décidé tous les mois et demi. Alors même si, ce que je dis, même s'il y en a la moitié qui ne se font pas dans les délais, dans 15 ans, c'est statistique, ils auront plus de 100 réacteurs en exploitation. À la même échéance, la moitié des réacteurs en exploitation dans le monde sera en Asie. Parce qu'il y a la Chine, évidemment, qui est le plus gros, mais il y a la Corée du Sud qui se développe. Il y aura sûrement, pas tout de suite, quelques nouveaux réacteurs au Japon. Et puis, il y a l'Inde. Et puis, il y a tous les nouveaux entrants de la région. Alors, le Vietnam, probablement parmi les premiers, et d'autres pays. Et puis, il y a le Moyen-Orient. Alors, est-ce qu'on le met en Asie, pas en Asie? Bon, Abu Dhabi construit et rapidement 4 réacteurs. Lorsque l'Arabie Saoudite se sera décidée, mais on est déjà en contact avec eux, ils prévoient modestement une première tranche de 12 réacteurs. Donc voilà, on a des dynamiques, alors essentiellement en Asie et Moyen-Orient, extrêmement rapides. Et puis, il y a des nouveaux entrants qui ont beaucoup à apprendre. C'est pas être désobligeant que de dire ça, mais parce qu'il y a une culture industrielle préalable, nécessaire. Il y a tout un système politique qui doit supporter le lancement d'un programme nucléaire. Et par exemple, des pays comme la Jordanie, comme l'Égypte, comme le Nigeria, comme le Bangladesh, qui aujourd'hui sont sur les rangs. Pour certains qui envisagent à très court terme de lancer des appels d'offres, le chemin sera sûrement encore long. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, et je pousse vraiment dans ce sens, qu'on collabore très activement avec l'AIEA, parce que c'est le rôle de l'AIEA quand même, agence de l'ONU, de conseiller des États. Ils sont en général représentés par leurs autorités de sûreté et il y a énormément de travail préparatoire à faire dans un certain nombre de pays. Il faut qu'on ait des gouvernements compétents, il faut qu'on ait des lois et des réglementations suffisamment élaborées et tenant compte de l'expérience des autres. Il faut qu'on ait une autorité de sûreté compétente et bien formée. Il faut qu'on ait un tissu industriel. Parce que même si on achète du clé en main, il y a un certain nombre d'activités de proximité qui seront faites peut-être par des entreprises locales. Et puis enfin, il faut des exploitants compétents. Et ça c'est beaucoup plus long que la durée de construction d'un simple réacteur. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet parce que on le perd un peu de vue, parce que nous autres, en Occident, j'allais dire, le développement du nucléaire a plutôt un petit coup de mou. Mais le nombre de pays d'Afrique et d'Asie qui prétendent lancer des programmes nucléaires est impressionnant aujourd'hui. Et parce qu'il y a des besoins en énergie, bien sûr, dans ces pays, et puis parce qu'il y a une volonté de développement, tout simplement, de ces pays, et de montrer qu'ils existent et qu'ils ont un rôle à jouer. Mais l'accompagnement est quand même un vrai sujet sur lequel donc on se penche de plus en plus et on doit le faire avec l'AIEA. Bon voilà, j'ai fini, et j'ai peut-être déjà été beaucoup trop long. Ce que je voulais dire, ça mérite sûrement des réactions. Là, je me suis contenté de lister un certain nombre de questions qui m'avaient déjà été communiquées avant, mais on n'est pas obligé de les prendre, on peut en prendre d'autres. J'ai déjà un peu répondu à la première. Bon, j'ai pas voulu citer de nom, mais à l'évidence, on a des pratiques encore différentes d'un pays à l'autre, d'un exploitant à l'autre, en matière de signalisation des événements, c'est très culturel, et c'est pas forcément vrai dans tous les domaines d'ailleurs, mais il y a des différences culturelles. Bon, ça c'est une question donc, qui a été posée, qui est très difficile à répondre. Ce que je peux simplement dire, c'est que mais je l'ai déjà dit, je ne connais pas un seul exploitant qui n'a pas apporté un certain nombre d'améliorations techniques à ces installations depuis Fukushima, c'est clair. Bien entendu, les autorités de sûreté ont joué leur rôle. Vous savez, au niveau européen, il y a eu les stress tests, il y a eu tout ça. Et puis il y a eu les prescriptions nationales et les décisions des exploitants elles-mêmes. Bon, je pense pas qu'elle ait régressé. Et puis nous, donc on essaye de jouer notre rôle que Conseil de l'ordre et d'être donc de plus en plus exigeant. Donc quelque part, ça ne doit pas aller dans le sens d'une régression. Bon, est-ce que ça veut dire pour autant
qu'on est capable d'anticiper tous les risques significatifs, je ne sais pas. Bon, moi j'ai eu plusieurs fois la question, qui est une bonne question, mais pourquoi vous n'avez pas été capable de dire que TEPCO et que Fukushima, il y avait sûrement des choses à y redire. C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Bon, alors est-ce que le fait que les mesures qu'on a prises depuis, le durcissement de nos mesures, de nos exigences, puis les mesures qui ont été prises aussi là-bas, parce que c'est pas la seule responsabilité de DEPCO, permettent de couvrir toutes les situations, je ne sais pas. Bon, moi je pense que heureusement on a su se remettre en question et que la plupart des exploitants, encore aujourd'hui, se remettre en question. Voilà. Après, je ne sais pas, je peux continuer à les prendre une par une, mais on peut aussi plutôt peut-être un peu interagir avec vous, parce que par rapport à ce que j'ai dit, ou pas dit d'ailleurs, et puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que j'ai dit. De façon précise, quelles sont les relations entre WANO et l'ASN en France? Parce qu'on a d'un côté une association de producteurs d'électricité, et puis de l'autre côté l'ASN qui n'est pas forcément actuellement favorable au nucléaire. Oui. Alors, j'ai envie de dire, hein, je ne cherche pas à défendre l'autorité de sûreté, hein, c'est pas mon objet. Je rappelle simplement une chose d'abord, c'est que WANO, c'est pas une organisation qui promeut le nucléaire et le développement du nucléaire, c'est pas notre mission. Hein. Notre mission, c'est d'améliorer la sûreté, clairement. Donc, pour moi, qu'il y ait 100 réacteurs, 500 réacteurs ou 1000 réacteurs, ça m'est égal. Ce que je veux, c'est que les 100, 500 ou 1000 améliorent de façon continue leur niveau de sûreté. Et c'est ça qu'on va regarder. Bon, dans ce cadre-là, on a évidemment des relations avec les autorités de sûreté. Elles sont informelles. Parce que, je l'ai un peu dit, je vais prendre les principes, on ne communique pas aux autorités de sûreté, par exemple, le résultat de nos évaluations, et on ne leur communiquera pas le résultat du classement des centrales. Par contre, évidemment, moi je rencontre régulièrement l'ASN, je rencontre la NRC aux États-Unis, j'ai rencontré plusieurs autres autorités de sûreté au Japon, au Royaume-Uni. On a, mais c'est beaucoup plus ténu déjà, des relations avec WENRA, c'est l'organisation des autorités de sûreté nucléaire Europe de l'Ouest. Et il n'y a pas l'équivalent de WANO au niveau autorité de sûreté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation internationale regroupant l'ensemble des régulateurs. Donc on ne peut pas avoir de relation avec eux, elle n'existe pas. Donc on a des relations informelles, on a un soutien moral des régulateurs, parce qu'ils considèrent, c'est logique finalement, puisque c'est la logique des barrières successives en matière de sûreté, que WANO est une première barrière avant même l'intervention des autorités de sûreté, puisqu'on fait d'une certaine manière notre propre régulation entre nous. Et donc ça, ils voient plutôt ça d'un bon œil. Après, moi j'ai envie de dire, le rôle de l'ASN, je suis pas là pour les défendre. Hein. Le rôle de l'ASN, c'est pas de promouvoir le nucléaire. Hein. Le rôle de l'ASN, c'est d'exercer un contrôle strict. Bon, alors après, il peut y avoir aussi des écarts de langage ou des choses comme ça, hein, mais c'est pas de promouvoir le nucléaire, c'est pas sa mission. Bon, ce qui est objectif, parce que je comprends bien la question, surtout contextualisée, si je puis dire. Ce qui est objectif, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire française est exigeante, et très exigeante. Et probablement, je pars sous le contrôle d'autres spécialistes, aujourd'hui une des plus exigeantes au monde. En tout cas, plus que la NRC aux États-Unis, par exemple. Et pour ça, on a des moyens objectifs de le dire. Par exemple, aux États-Unis, vous savez bien que déjà beaucoup de réacteurs ont une licence d'exploitation jusqu'à 60 ans, et pour obtenir cette licence, on leur demande de maintenir le niveau de sûreté initial de la conception. En France, on a des réévaluations décennales de sûreté. Et donc les autorisations ne données que par tranche de 10 ans, et sous réserve, et c'est dans la loi, que le niveau de sûreté soit amélioré. Donc quelque part, on voit bien qu'il y a un niveau d'exigence qui est un peu différent, enfin qui est différent. Donc oui, l'autorité de sûreté nucléaire est une autorité exigeante en France,
Mais si on n'avait pas une autorité de sûreté exigeante, est-ce qu'on aurait développé le programme nucléaire qu'on a pu développer en France? Et est-ce qu'on aurait l'acceptation publique qu'on a en France? Il faut aussi, à mon avis, se poser cette question-là. Donc voilà. Alors après, encore une fois, il peut y avoir des maladresses de langage. Hein. C'est toujours possible. Merci pour cette réponse. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, Pierre Virotte, ancien d'EDF. Et je voulais te poser une question sur l'ouverture de Wano, la transparence de Wano. J'ai été étonné quand tu nous as dit, je croyais que les rapports qui font suite au peer review étaient désormais publics. Et tu as dit, il n'est pas question de les transmettre. Et idem pour le classement des centrales, parce que c'est quand même un moyen, comme tu l'as dit, un moyen pédagogique vis-à-vis des gouvernants, de rendre public le classement des centrales. Mais je reconnais que c'est conflictuel. Hein. Ouais. Alors, à la base, donc on a renforcé notre niveau d'exigence. La contrepartie, c'est qu'on a dit, on garantit à nos membres, c'est une association, ses adhérents, la confidentialité de nos conclusions. Donc, fondamentalement, on a eu de très nombreux débats là-dessus, hein, et il a fallu plusieurs fois voter en conseil d'administration. On ne souhaite pas communiquer sur le résultat des évaluations, des peer reviews. Ça ne veut pas dire qu'on empêche les exploitants de le faire, mais on leur déconseille fortement. En plus, on ne souhaite pas qu'ils mettent leurs collègues en difficulté s'ils le font. Tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Pour des raisons plus ou moins bonnes, j'allais dire plus ou moins avouables, elles sont avouables puisque je vais les dire, mais plus ou moins bonnes, des pays le souhaitaient. Le Japon le souhaitait, par exemple. Ça peut paraître paradoxal, mais leur challenge, c'est de redémarrer leur tranche. Et ils ont un tel problème aujourd'hui d'acceptation chez eux qu'ils pensaient, en étant transparents, plus transparents que transparents, en disant tout, évidemment, ils pourraient regagner un peu une partie de la confiance. Ce faisant, ils pouvaient mettre en difficulté d'autres collègues. La Russie était favorable. Ça peut paraître aussi étonnant. Mais pourquoi? Parce que la Russie, pour elle, c'est un argument marketing. Quel est le pays aujourd'hui le plus dynamique à l'export en matière nucléaire? C'est la Russie. Hein, celui qui vend et construit le plus de centrales aujourd'hui à l'étranger, c'est la Russie. Et pour eux, l'argument... Mais nous, on collabore à 200% avec Wano et toutes les conclusions des évaluations de sûreté, on les met sur notre site, elles sont publiques, c'est un argument commercial. Et donc, on a considéré qu'il y avait plus de risques à mettre en difficulté les exploitants si on le faisait de façon systématique que d'intérêt. Ça n'empêche pas, et je sais que par exemple EDF le fait assez fréquemment, que par exemple avec l'autorité de sûreté, l'ASN, les sites qui ont de bons rapports avec leur DRIR régional, oralement, leur fassent part des conclusions d'une peer review de Wano. On leur dit, voilà, on doit travailler sur tel domaine, on a des recommandations, voilà. Et ça se fait dans le cadre des bonnes relations, j'ai envie de dire, de proximité entre l'exploitant et l'autorité de sûreté. Alors le classement, par contre, pour moi, à la base, et après on est en France, hein, les règles sont faites pour avoir des exceptions. La base, c'est que ça peut pas être public. Alors, c'est pas tant par rapport à l'autorité de sûreté, parce que de toute façon, elle a son propre classement. Et j'ose espérer qu'il sera pas fondamentalement différent d'une autre. À mon avis, il sera pas si éloigné que ça. Mais c'est vis-à-vis de la presse, parce que le seul fait qu'ils aient su, qu'on leur ait dit, qu'on mettait en place un classement en matière de niveau de sûreté des centrales du monde entier. Et déjà, j'étais harcelé. Mais quand, comment, pourquoi, est-ce que vous avez déjà des résultats à nous donner? Et il me semble que les médiatiser de cette manière n'est pas bon. Par contre, et c'est dans notre processus d'escalade, ça peut être un moyen de pression vis-à-vis d'un membre de Wano, qui en principe a fait une démarche volontaire, qui est un exploitant responsable et qui doit améliorer la sûreté si systématiquement il ne tient aucun compte des recommandations qui lui sont faites, ou qui refuse, par exemple, de recevoir une équipe d'évaluation pendant de nombreuses années, il y a un problème. Et on va dans un premier temps le faire savoir à son autorité de sûreté et peut-être à son autorité de tutelle, et pourquoi pas, à un moment donné, dire aux médias, voilà, on a un problème avec la compagnie Intel. Mais il faut le faire avec prudence, me semble-t-il, et dans le cadre d'un processus
d'escalade interne, mais pas systématiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'INPO ne le médiatise pas, hein, son résultat. Il n'est pas confidentiel dans la mesure où beaucoup d'exploitants en font même une fierté. Enfin, ils en font une fierté quand ils sont au niveau 1 en général. Mais ah oui, alors l'AIEA n'a pas de système de classement, ça c'est sûr. Par contre, l'AIEA fait des OSART, ce qu'on appelle, hein. Bon, sur un périmètre un peu différent du nôtre, beaucoup moins fréquente que les nôtres. Et c'est vrai que l'AIEA représente les États. L'AIEA fait une mission aux ART à la demande d'un autre État et en général de l'autorité de sûreté de cet État. En clair, Tricastin va recevoir une mission aux ART parce que l'ASN aura demandé, avec l'appui du gouvernement français, à l'AIEA de faire cette mission aux ART. Faisant ça, toujours la même logique, hein, d'une certaine transparence voulue par la loi TSN, hein, un résumé des conclusions fait l'objet d'une conférence de presse et est rendu public. Je ne suis pas là du tout pour critiquer l'AIEA, puisqu'on travaille ensemble, et c'est extrêmement important, je l'ai dit, notamment pour les nouveaux pays et les nouveaux entrants. Je pense que le risque, c'est de vider d'une partie de la substance le contenu des conclusions. Nous, à partir du moment où on garantit la confidentialité, on se donne comme ambition de tout dire, et de pouvoir dire en face tout ce qu'on voit. Et c'est ça ce qu'on doit à nos mandants, c'est-à-dire les CEO des compagnies. Et donc, le fait de garantir à la base la confidentialité doit nous permettre d'être beaucoup plus transparents entre nous et de dire ce qui doit être dit. Je ne suis pas sûr que l'AIEA puisse toujours le faire. Enfin, tu as peut-être une avis là-dessus, si Pierre. Oui. Oui, bonjour, Alain Coulet, ancien Mécachimie, filiale Areva. Dans les futures tranches, vont-elles être obligatoires à avoir des enceintes de confinement? Et que faire des centrales qui n'en ont pas? Alors, je l'ai un peu dit, hein, le rôle de Wano, c'est pas de donner des normes en matière de design ou de conception. Cela dit, aujourd'hui, je ne connais pas de nouveaux réacteurs qui ne soient pas dotés de ce type les anciens, ils ont progressivement, alors pas tous, il y en a encore quelques-uns en exploitation, mais bon, ils doivent faire l'objet d'une surveillance attentive et d'amélioration d'autres natures. Hein, bon, il y a encore alors, il y a aussi différents types de conception, différentes anciennetés de réacteurs. Il y a encore des réacteurs RBMK en exploitation en Russie, c'est vrai, par exemple, mais qui ont fait l'objet d'améliorations techniques et qui font l'objet, bien entendu, d'un suivi attentif. Bon, mais qui ne vont pas être amenés à être reconstruits dans le futur, évidemment. Et aujourd'hui, tous les réacteurs de génération 3, et a fortiori les suivants, ont évidemment non seulement des enceintes de confinement, mais qui, pour la plupart, vous le savez, ont des normes de résistance qui sont incomparables avec ce qu'elles étaient avant. Un des problèmes, hein, c'est très général ça, sur les questions de conception, c'est comment peut-on arriver à maintenir en exploitation des réacteurs dont la sûreté en tout cas ne s'est pas dégradée, elle s'est même plutôt améliorée, alors qu'on est capable de construire des réacteurs d'un niveau de sûreté nettement supérieur. Ce problème-là, là j'ai presque envie de dire, je prends ma casquette EDF. Dans les discussions qu'on a eues avec l'ASN, on a eu très souvent ces questions-là. Ils nous disent, vous devez être capable d'amener vos réacteurs actuels à un niveau de sûreté comparable à l'EPR. Évidemment, dit comme ça, c'est compliqué, quoi. Hein, donc on répond pas de façon aussi simple, et donc on apporte des améliorations, mais qui ne seront jamais de nature comparable à celle d'un réacteur EPR aujourd'hui, ou d'autres réacteurs de génération 3 d'ailleurs. Et donc on doit être capable de continuer à améliorer la sûreté de réacteurs existants, même si le design en est un peu ancien, à condition qu'ils soient à un niveau minimal qu'on estime acceptable, sans pour autant les mettre en péril économiquement, parce que c'est pas comme un ordinateur qu'on est obligé de changer tous les 3 ou 4 ans parce que le système d'exploitation a changé, machin, hop, on est obligé de prendre le nouveau. Si on fait ça, je veux dire, sur les investissements de cette nature, malheureusement, on ne pourra jamais. Vous pouvez faire que des recommandations, finalement. Vous ne pouvez rien exiger.
Non, oui, vous avez raison. Oui, oui, vous avez raison. On n'est pas autorité de sûreté. Hein. On est conseil de l'ordre des médecins, bon, non, des exploitants de centrales. On peut exclure un membre, comme le conseil de l'ordre. Bon, en général, le médecin qui exclut le conseil de l'ordre, il ne peut plus exercer. Le jour où on exclura un membre, et encore une fois, je crois que c'est pas souhaitable parce qu'on n'aura plus de regard dessus, et surtout qu'on le fera savoir, ça fera bizarre. Hein. Donc, moi, je pense que c'est pas forcément un problème. On a des moyens de pression entre nous suffisamment importants. Vous savez, parce qu'on l'a fait, ça. Quand vous avez, alors je ne vais pas citer le pays, sauf si vous me poussez très fort, mais quand vous avez une délégation avec le patron d'EDF, le patron de Rostenergoatom en Russie, le patron d'Exelon aux États-Unis et le président de WANO qui, ensemble, vont rencontrer leur homologue dans le pays, machin, en lui disant, dis mon gars, c'est pas bien ce que tu fais. Je vous assure que c'est un moyen de pression qui marche aussi. Hein. Et vous n'avez même pas besoin de communiquer à l'externe ou d'informer l'autorité de sûreté. Et c'est ça qu'on fait. Et moi, je le fais souvent. C'est mon rôle, c'est mon premier niveau d'intervention. On a un souci avec un membre qui ne remplit pas ses obligations, qui a différé pour toujours souvent de mauvaises raisons. Hein. La corporate peer review, parce que la corporate peer review, en plus, c'est lui qui est évalué quelque part. Hein. Quand vous faites une évaluation de la compagnie, quelque part, c'est aussi les dirigeants de cette compagnie que vous évaluez quelque part. Bon j'y vais, j'écris. Si j'écris pas, ça va pas. J'y vais, j'y retourne. Je vais moi-même dans les réunions de conclusion et voilà quoi. Ce moyen de pression est efficace en soi, hein. Mais on n'a pas les moyens coercitifs d'un régulateur national, d'une autorité de sûreté nationale. C'est clair. Et on peut pas. On est une association d'exploitants. Hein. On est une association. Alors c'est pas loi 1901 parce que c'est une association de droit anglais, mais qui marche avec des fees et sur le volontariat de nos membres. Bon, tout le monde dit, c'est un signe quand même. Oui, Pierre Salmon, ancien d'EDF. Deux questions. Finalement, à partir du moment où le classement est confidentiel, quelle est son utilité? Alors, et deuxième question, donc, à part les cotisations des membres, quelles sont vos autres ressources? Alors, la deuxième question est plus facile. C'est que les cotisations. Alors. Financières, hein, il y a un fee qui est déterminé en fonction du nombre de réacteurs. Hein, c'est simple. Donc le plus gros cotisant, c'est EDF, c'est simple, parce que c'est le plus gros exploitant nucléaire mondial. Mais et puis, il y a des... vous m'entendez ? Oui, ça marche. Et puis, il y a également la mise à disposition de personnel. Hein, sur les 400 personnes, c'est des mises à disposition par les compagnies membres. D'accord ? Donc, il y a des fees, et puis il y a des mises à disposition de ressources. Alors, c'est pas forcément des permanents, hein, parce qu'une peer review, ça dure en moyenne 3 semaines. Un peu de temps de préparation, un peu de temps après. Vous avez aussi des mises à disposition de courte durée, et ça, ce sont nos membres qui les fournissent. Donc, c'est plutôt en nature, si vous voulez. Donc voilà. Mais on n'a aucune subvention d'aucune sorte. Et encore une fois, on a doublé nos moyens dans un contexte économique après Fukushima qui était loin d'être facile, surtout en Europe avec les tensions économiques qu'on a. Mais voilà. La première question, nos mandants, ce sont nos membres. Donc, à qui ça sert? Au patron des compagnies. Le patron de la compagnie sait comment se situent ses centrales. Et pour la collectivité, alors, et on va faire la première expérience, ça va être assez instructif. D'ailleurs, pour la première expérience, on a dit qu'on allait partager les premiers résultats. C'est pas très compliqué. Le résultat de nos peer reviews est un des principaux points d'information. C'est pas le seul, mais c'en est un. Et on fait à peu près 50 peer reviews par an. On a commencé en septembre, on va faire un premier bilan en octobre dans notre assemblée générale à Toronto. On aura vu à peu près une cinquantaine de centrales. On aura classé une cinquantaine de centrales. Comme on n'est pas complètement sûr encore de notre méthode, comme même si on a eu 100% de membres qui étaient partants, ils n'ont pas encore vu tous les résultats, on s'est dit on va faire le premier partage sans donner le nom des centrales. Et on va donner la dispersion. Et ça, on va le faire, non pas, parce que la conférence de WANO, il y a 700 personnes, y compris la presse, etc. On va le faire dans ce qu'on appelle la réunion restreinte où il n'y a que les CEO des compagnies membres. Et là, par contre, il y aura en plus entre eux l'émulation de connaître le résultat du voisin. Enfin, là, ça sera anonyme la première fois.
mais la fois d'après, ça sera plus anonyme. Et donc, on échange entre nous. Et lorsqu'on identifie les centrales les plus performantes, on s'appuie sur les bonnes pratiques qu'on a constatées pour les proposer aux autres. Et lorsque on identifie une centrale à surveiller, j'allais dire, la communauté WANO le sait. Et l'organisation WANO, sa mission, c'est de mettre les supports nécessaires à disposition de ces centrales. Donc ça sert d'abord fondamentalement à la compagnie membre, à l'alerter, et après ça sert à partager l'information au sein de notre organisation pour mieux organiser l'appui, le support, pour une centrale qui n'est pas très bien placée, et sinon pour s'inspirer de ce que fait les centrales qui sont, elles, les mieux classées. Et entre nous, bien entendu, l'information pourra être échangée. Et vous craignez pas les fuites, non? Bien sûr qu'il y en aura. Mais je me fais aucune illusion là-dessus. Et même, probablement dès la première année, ceux qui auront classé en catégorie 1, ils vont se dépêcher à tonitruer chez eux. Ouais, on est dans le premier classement WANO, machin. Et forcément, ça se saura parce que ils ont des salariés. Mais j'ai aucune illusion sur le fait que ça va fuir. Mais il y a une différence entre la possibilité qu'il y ait des fuites et en faire un outil de communication. Pour nous, c'est pas un outil de communication. Et c'est intéressant, on s'est beaucoup inspiré de ce que faisait l'INPO aux États-Unis, parce que l'INPO fait ça depuis 10 ans, depuis bien plus que ça. Ça fait 30 ans qu'ils font ça. L'INPO a été créé il y a 35 ans, et ils ont assez rapidement mis en place pour les centrales américaines un système de classement. Au début, ça a été très difficile, parce que même entre eux, ça faisait pas forcément plaisir. Hein. Et ils ont dit, c'est confidentiel. Bon, et je suis sûr que fondamentalement, ça, dans les principes, ça l'est aujourd'hui. Bon, cela dit, tous ceux qui ont été dans le bâtiment de l'INPO, ils rentrent dans le hall de l'INPO, et il y a des plaques de toutes les centrales classées en catégorie 1. Bon, il suffit de rentrer dans le hall, donc la confidentialité, elle est limitée. Hein. Et puis, je suis sûr que les patrons de site en font un outil de management et de motivation. Mais c'est ça aussi qu'on recherche. Donc, à la base, nous, on n'a pas communiqué ça ni aux autorités de sûreté, ni aux médias, et on ne souhaite pas le faire. Et de ce point de vue-là, on garantit que nous, vis-à-vis de nos mandants, de nos membres, on gardera la confidentialité. Après, si c'est eux-mêmes qui en parlent, tant pis pour eux, ou tant mieux, j'en sais rien. Mais il faut faire attention, ils peuvent mettre les voisins en difficulté aussi, c'est ça. Celui qui est classé en catégorie 1, mais même 2, il n'y a pas de problème. Celui qui sera en 5, j'espère qu'on n'en trouvera jamais. Parce qu'elle ne devrait pas tourner, la centrale qu'on aurait mis en niveau 5. Par contre, en niveau 4, il y en aura. Il y en a sûrement déjà. Hein, je ne cherche pas particulièrement à savoir, moi, mais j'ai les moyens de le savoir. Mais c'est pas la peine de le faire savoir publiquement, largement. Je veux dire, ça ne sert pas. C'est à la centrale elle-même de mettre en place des mesures réactives et très vite. Et c'est ça qu'on va jurer, et c'est ça qu'on veut faire. Pascal Rouquette, Areva, 4 ans après, là, sans trahir la confidentialité, est-ce qu'il y a des sujets chauds qui vous inquiètent, hein, ou finalement... J'en ai un peu cité, hein, déjà. Non, mais sans parler de l'Arménie, ou sans parler des... Non, si, il y en a un dont je n'ai pas cité. Il y en a un que je n'ai pas cité, et je l'ai dit, WANO est une organisation apolitique, bien sûr. Fondamentalement, notre mission, c'est la sûreté partout dans le monde. Et la sûreté n'a pas de frontières. Par exemple, en ce moment, et je suis très présent et soucieux de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Alors, pourquoi ? L'Ukraine a encore 15 réacteurs en exploitation. 15 réacteurs VVER, fabriqués par la Rosatom, la Russie, avec des contrats de longue durée avec la Russie. Et avec probablement encore un besoin d'assistance dans un certain domaine de Rosatom ou de Rosenergoatom, sa filiale d'exploitation. Quand je discute, et j'ai rencontré fréquemment le patron d'exploitant ukrainien et son homologue de Rosenergoatom, quand je discute entre ingénieurs, ils sont tous d'accord, notre intérêt et l'intérêt de la sûreté, c'est de continuer à coopérer comme avant. D'un côté comme de l'autre, et surtout du côté ukrainien, ils ont des pressions politiques. Surtout, vous coupez tous les contrats avec la Russie. Et c'est typiquement le type de situation auquel on est confronté. Et moi, je pense que l'intérêt collectif,
c'est que l'Ukraine continue à travailler avec la Russie et que, j'ai envie de dire, tous les pays qui ont des réacteurs VVER également. Ce qui couvre pas mal de pays d'Europe de l'Est. Hein, mais les pressions politiques ne vont pas dans ce sens. Hein, et donc, on essaie de faire en sorte que, encore une fois, la sûreté soit notre seul guide et que, pour l'instant, par exemple, l'Ukraine a failli, sur injonction au niveau du Premier ministre, déjà quitter le centre WANO de Moscou. Mais le centre WANO de Moscou, c'est pas un centre russe, c'est un centre international de WANO basé à Moscou qui couvre, en gros, en fait, l'ancien territoire, la zone d'influence soviétique. Bon, mais c'est une organisation internationale. Et si on fait ça, si on isole un peu plus la Russie, on n'améliore pas le niveau de sûreté, bien au contraire. Donc, moi, j'essaie, y compris, j'interviens au niveau des ambassadeurs, etc., de faire en sorte que, pour l'instant, on a maintenu une relation technique de bon niveau, à ce qu'on continue à coopérer. On a changé un truc quand même, c'est que interdiction du Premier ministre, vous, Ukrainiens, interdiction de payer vos fees au centre de Moscou, parce que c'est la Russie, c'est pas bien. Donc nous, on leur a dit, c'est pas grave, vous payez à Londres, et depuis Londres, on va répercuter vos cotisations vers Moscou. Voilà, on a blanchi la cotisation ukrainienne. Bon, ça, tant que ça reste à ce niveau-là, ça va. Et tant qu'on ne fait pas de malversation, on a vérifié que financièrement, on pouvait le faire. On était dans la légalité. Mais par contre, si vraiment les liens sont coupés, et les échanges, et l'appui technique entre Rosatom et l'Ukraine sont coupés, on ne va pas améliorer la sûreté. Et on a vraiment ce type de... alors, on a été capable de créer WANO en 89 après Tchernobyl. Et c'était encore... l'Union soviétique existait encore, elle a disparu en 91. Donc, bon, c'était probablement déjà un certain début de détente, hein, fin de la guerre froide. Mais ce qu'on a été capable de faire en 89, qu'on soit encore capable de le faire aujourd'hui. Mais, alors, on a des problèmes tous les jours, des problèmes de visa. C'est pas la peine d'essayer de monter une peer review avec des pairs américains, canadiens ou anglais en Iran pour aller à la centrale de Boucher. Ils n'auront pas de visa. Paradoxalement, ça peut paraître étrange, ils peuvent y aller en touriste, mais ils n'auront pas de visa business pour aller participer à une peer review à la centrale de Boucher. Donc, il faut qu'on soit aujourd'hui capable de faire une évaluation de sûreté, malgré tout, internationale, avec des experts français, russes, chinois, à Boucher. Parce qu'il faut s'occuper de la centrale de Boucher en Iran, comme de toutes les autres centrales. Et il faut qu'on puisse connaître le niveau de sûreté, la transparence, la qualité d'exploitation de la centrale de Boucher, comme d'une centrale française ou américaine. Bon, voilà, ça c'est les challenges auxquels on est confronté. Mais ça c'est une difficulté, et moi je me bagarre tous les jours. Bizarrement, la sûreté n'a pas de frontières, mais la sécurité en a. Et des exclusions de visa, on en a partout. Ou même des refus d'entrée de site. Pour des raisons... Un Hongrois, un jour, qui s'est fait refuser l'entrée d'un site américain parce qu'il venait du centre de Moscou. Ok, mais il était hongrois. Hongrois, c'est l'Union européenne. Il n'a même pas besoin de visa pour aller aux États-Unis. Mais il s'était fait refuser l'accès à une centrale. Donc il faut se bagarrer tous les jours contre ça. Hein, et les pays comme l'Inde ou le Pakistan qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération nucléaire. De ce fait-là, il y a des pairs de ces pays-là qui ne peuvent pas aller dans d'autres pays. Donc, moi, je me bagarre contre ça. J'estime que tout pair, tout représentant d'un membre WANO doit pouvoir accéder à n'importe quel site d'un autre membre de WANO. Mais ça, c'est pas gagné. Alors ça, c'est une vraie difficulté, parce que ça peut aller dans le sens de l'isolement dont on parlait, et l'isolement n'est pas bon. C'est sûrement une des raisons des difficultés des Japonais dans le passé récent. Et ça peut être des difficultés demain d'autres pays. Ne pas rester isolé. Ne pas estimer, par exemple, qu'on n'a pas besoin des autres. C'est bon. J'ai déjà entendu ça. Hein. Nous, on a de bons résultats. On est compétents. On n'a pas besoin de savoir ce que font nos voisins. Ce type de discours, à la base, m'inquiète profondément. Parce que c'est l'inverse de la culture de sûreté, hein, de ce qu'on nous apprend. La nécessité de s'interroger, de se poser des questions. Bon. Bon, je prends encore une ou deux questions. Allez-y, présentez-vous si possible. Bonjour, Alain Chaillat, retraité EDF.
Pour revenir un peu sur la situation que vous citez tout à l'heure, est-ce que WANO n'est pas en mesure d'apporter une aide à des exploitants isolés ou justement en conflit sur le plan technique ou sur le plan des capacités industrielles? Alors, sur le plan de l'exploitation, si, et puis c'est ce qu'on essaye de faire. Sur le plan des capacités industrielles, non, parce qu'on n'a pas les compétences. On n'a pas les compétences. Hein. On est à la base essentiellement des exploitants, des opérateurs. Par exemple, quand on a voulu, suite à Fukushima, faire ce que j'ai essayé d'expliquer, je ne sais pas si j'étais clair, évaluer si le design évoluait en continu en fonction du retour d'expérience. Pour ça, il fallait être capable d'avoir déjà des bonnes compétences, dans le jargon d'EDF, d'ingénierie, pour analyser ce design, connaître, j'allais dire, le niveau de sûreté de l'installation correspondante, connaître ses points faibles, et pouvoir, à partir de là, vérifier est-ce que l'exploitant en est conscient et qu'est-ce qu'il fait pour l'améliorer. Pour ça, il a fallu qu'on injecte des compétences d'ingénierie qu'on n'avait pas dans WANO, parce qu'on avait des opérateurs, hein, des exploitants, des gens travaillant en centrale. Donc on a injecté des compétences d'ingénierie, et le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse ça à un niveau important et dans toutes les régions. Et c'est pas évident parce que tous les compagnies membres de WANO, exploitantes, n'ont pas toujours des compétences d'ingénierie. Souvent, elles sont chez les constructeurs. Et les constructeurs, à la base, ne sont pas membres de WANO, et ça, on l'a pas voulu, pour pas risquer... Areva est, par exemple, membre de WANO, mais au titre de la Hague, et pas de ces autres établissements. Hein, et on ne l'a pas voulu parce qu'on n'avait pas... On ne voulait pas créer de compétition, de risque de compétition au sein de l'organisation. Hein, on considérait que déjà qu'il y ait tous les exploitants et qu'il y ait une solidarité entre eux forte en tant qu'exploitants parce qu'ils sont conscients qu'un accident chez le voisin peut avoir des conséquences chez eux, c'était déjà pas facile, mais déjà travaillons sur ce périmètre-là. Donc voilà, donc pour apporter un soutien sur l'industrie de ces pays, sur les capacités industrielles, ça, c'est pas WANO qui peut faire. Et dans cet esprit, est-ce que, vis-à-vis du Japon, de Fukushima, est-ce que WANO, aujourd'hui, apporte un appui par ses membres exploitants vis-à-vis de TEPCO qui rencontre des problèmes? Alors oui, on essaie évidemment, a fortiori vis-à-vis de TEPCO, d'être présent, comme pour les autres. On a fait, je l'ai dit, par exemple, j'ai cité l'exemple d'une Technical Support Mission sur la culture de sûreté de la compagnie. On leur a fait également récemment une Corporate Peer Review, une nouvelle, parce qu'ils en avaient déjà reçu une. Mais on n'est pas les seuls à agir, et heureusement. Il faut agir à tous les niveaux. L'AIEA, bien entendu, est présente. Un certain nombre de constructeurs sont présents sur place, on le sait. Les autorités de sûreté des autres pays également les aident. Et c'est bien ça. La question, c'est que à un moment donné, la sûreté, c'est l'exploitant qui en sera responsable. Et j'ai envie de dire l'ultime responsable. Mais il y a toute une chaîne de décisions d'intervenants qui méritent d'être contrôlés et validés. Et c'est la question des pays nouveaux entrants. Il ne suffit pas qu'il y ait une compagnie de projet qui sache lancer un appel d'offres et qui prétende avoir formé quelques opérateurs pour exploiter. Il faut en amont que les politiques aient un niveau de compréhension suffisant. Il faut qu'ils aient des lois et des réglementations suffisantes. Il faut qu'ils aient une autorité de sûreté compétente et bien formée. Il faut qu'ils aient probablement un tissu industriel minimal en proximité capable d'accueillir. Et il faut qu'ils aient une culture industrielle, tout simplement. Et on voit bien que pour un certain nombre de pays, ça ne va pas être si évident que ça à acquérir rapidement. Et pour ça, ce n'est pas WANO tout seul. Il y a le patron de l'autorité de sûreté britannique, pas l'actuel, mais le précédent, je ne me souviens plus de son nom, qui avait fait une proposition, Whiteman, absolument, Mike Whiteman, qui avait fait une proposition qui, pour moi, fait sens, mais qui est quand même très compliquée à faire accepter parce que c'est les États derrière qui devront l'accepter, pas uniquement les exploitants, qui, eux, sont responsables de la sûreté et qui sont conscients des risques. Il faudra convaincre les États qui ont évidemment des enjeux politiques importants. Il avait dit il faudrait que tout pays nouvel entrant fasse l'objet d'une évaluation de son système nucléaire, et les seuls qui peuvent faire ça, parce que c'est des organisations internationales, c'est l'AIEA et WANO. Et donc, il disait il faudrait faire des peer reviews, AIEA plus WANO, pour évaluer, alors non pas seulement l'exploitant, mais toute la chaîne de responsabilité de décision, l'AIEA et WANO. Mais pour ça, il faut que les pays l'acceptent. Les pays l'accepteront-ils? C'est souvent perçu, l'ancien programme nucléaire, c'est perçu comme un signe de souveraineté, très souvent. Hein, et donc, l'accepteront-ils? C'est pas facile
à faire accepter. Par contre, ce que je pense vraiment, c'est que pour les nouveaux pays, il faut absolument qu'on collabore très étroitement avec l'AIEA. Parce que l'AIEA a des moyens de pression sur les États que nous n'avons pas. Moi, je vais prendre le privilège d'être un peu organisateur pour prendre... Votre dernière question me plaît bien. C'est la vision sur les choix pertinents en matière de cycle de combustible. Et j'y ajouterai à ça le MOX. Parce que le MOX, ça fait partie de ce cycle. Alors, quelle est la vision un petit peu... Moi, j'ai envie de dire, je vais peut-être décevoir là. J'ai pas de vision particulière là-dessus. Non, mais vous-même... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la sûreté pendant l'exploitation de ces combustibles soit garantie. Et bon, je veux dire, il y a du combustible MOX en France, il y en a dans d'autres pays, pas si nombreux que ça. Hein, et moi, j'ai rien contre le combustible MOX en tant que tel. Pour moi, c'est pas incompatible avec un niveau de sûreté optimum. Et ça, j'ai envie de dire, en tant que WANO, j'ai pas d'avis. Je sais simplement, c'est que on a un certain nombre d'exploitants qui ont du combustible MOX et c'est pas pour autant qu'ils ont un niveau de sûreté qui se dégrade, qu'ils ont des performances mauvaises et je sais pas moi, des rejets dans l'environnement catastrophiques ou je sais pas moi, une radioprotection fondamentalement dégradée. Non. Donc voilà. Moi, je vais regarder le résultat final, si vous voulez. Je vais pas regarder le combustible qui est brûlé. Hein? Moi, ça me gêne pas que l'Ukraine achète son combustible, alors c'est pas du MOX, mais qu'il l'achète à Westinghouse plutôt que chez Rosatom. Ça me gêne pas. Qu'il veuille diversifier son fournisseur de combustible, j'ai pas de problème avec ça. Là où j'ai plus de problèmes, c'est qu'il y a des compétences qu'il n'a pas et qu'il a besoin encore de l'appui de Rosatom ou de Rosenergoatom. Là, ça peut commencer à me gêner. Et c'est là que je faisais la référence. Ça serait une erreur de couper les relations entre les deux pays. Voilà. Mais sur le choix technique, j'ai pas de. Oui, c'est comme sur la conception d'un réacteur. J'ai pas d'avis particulier. C'est pas mon rôle. Cycle ouvert ou fermé, c'est pas votre problème. Non. D'accord. Non. Non, c'est pas dans notre mission de nous prononcer là-dessus, en tout cas, okay. d'émettre une préférence. Voilà. Ce qu'on a, par contre, souvent, je l'ai dit, c'est qu'on a de plus en plus de demandes. Par exemple d'Areva qui nous a fait la demande, de Sellafield ou d'exploitants. Est-ce que vous ne pourriez pas aller un peu plus loin que seulement la centrale en exploitation, mais regarder tout le cycle du combustible, y compris l'aval, voire la déconstruction? Aujourd'hui, encore une fois, mis à part l'exploitation des usines de retraitement en tant que telles, on n'a pas souhaité élargir notre périmètre parce que tout simplement, on ne peut pas tout faire. Et qu'après Fukushima, notre priorité, c'était vraiment de durcir notre niveau d'exigence sur les centrales. Et c'est vraiment ça notre priorité. Mais peut-être qu'on le fera un jour, qu'on débordera sur le cycle du combustible. Il y a un ingénieur EDF qui veut poser une question. Oui, Jacques, donc, je voulais te poser la question. Après Fukushima, dans tous les pays, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises à court, à moyen terme et à long terme. Et en termes surtout de crise, équipe de crise, donc accidentelle, en France, on a mis en place des équipes Farn, par exemple. Oui. Est-ce que dans tous les pays, se sont préoccupés de l'organisation de crise interne dans l'exploitant et aussi externe avec les gouvernements? Parce que cité Farn, parce que... Oui, le Farn. Farn, oui, la Farn. Force action. Oui. Rapide nucléaire. Oui. Alors, oui, tous les exploitants ont questionné leur organisation de crise. Les réponses n'ont pas toujours été les mêmes. Tout le monde n'a pas fait une Farn. J'allais presque dire, mais il ne faudrait pas que les EDF se le prennent mal, surdimensionné, basé sur un accident de 6 réacteurs sur le seul site 6 tranches existant en France. Parce que c'était ça le principe du dimensionnement. 13 enveloppes. Hein. Enfin, c'est vrai. Oui, mais absolument. À part que c'est pas... Tous les réacteurs n'ont pas été évidemment... puis il y avait Fukushima Idaini avec 10 km. Enfin bon, bref, tout ceci est compliqué. Mais bon, la situation enveloppe, tout le monde n'a pas fait ça. Par contre, tous se sont interrogés sur leur organisation de crise. Tous se sont interrogés sur les moyens techniques, notamment salles de crise, positionnement de ces salles. Beaucoup, c'est pas toujours fini, bien sûr, on crée en limite de site
des centres de crise qui n'existaient pas forcément. C'est le cas d'EDF qui les a dans les sites proprement dit et pas en limite de site. C'est qu'on a un projet de les éloigner. Hein. Donc beaucoup ont fait ça. Certains ont fait, c'est le cas au Japon, hein, où ils font carrément des salles de commande de secours. Hein, mais c'est des full scope. Hein. C'est pas des panneaux de repli, hein, comme on avait dans le temps sur les tranches 900. Hein. Ils font une salle de commande déportée dans le local de crise. D'accord ? Où ils peuvent piloter tout le réacteur, enfin pas seulement le réacteur, depuis le local de crise. Il y en a qui font ça. Hein. Moi j'ai vu ça au Japon. Hein. Ils construisent une salle de commande déportée. Hein. Donc les réponses ne sont pas les mêmes. Mais le niveau de pression politique ou de local n'est pas du tout le même. C'est évident au Japon. Au Japon, ils investissent pour les tranches qui prétendent à redémarrer en moyenne 1 milliard d'euros par tranche. C'est le moyenne. 1 milliard d'euros. Bon, je ne veux pas là aussi comparer. Et puis, c'est pas que l'investissement qui est le plus important. Je connais un peu pour EDF, on est plutôt sur un ordre de grandeur de 200 millions par tranche. Ce qui est déjà beaucoup. Aux États-Unis, bon, allez, va pour 20 ou 25 millions, et encore, ça dépend. Ils ont fait un peu plus sur les bouillants. Mais bon, voilà, le niveau de réponse n'est pas le même. Par contre, je n'en connais aucun qui ne s'est pas interrogé sur ce qu'il devait faire, et notamment sur l'organisation de crise, les moyens de crise dont il dispose, etc. Mais tout le monde n'a pas fait une farm type EDF. Ça dépend aussi, bien entendu, aussi des prescriptions locales qu'ils ont pu avoir. Hein. Alors, cela dit, la farm, ce n'est pas une prescription d'autorité de sûreté. Hein. C'est une proposition d'EDF. Je connais bien le sujet. Bon, je prends encore une ou deux questions. Je me permets de redoubler. Je voudrais te poser une question sur ta vision de la coordination entre tous ces organismes, l'AIEA, WANO. Bon, vous avez augmenté la fréquence des peer reviews. De son côté, l'AIEA fait la même chose, puisque maintenant c'est tous les 6 ans pour toutes les centrales, pour l'AIEA. Oui. Hein. L'AIEA fait des peer reviews pré-démarrage. Vous faites des peer reviews pré-démarrage. Bon, est-ce qu'on ne se mâche pas un peu sur les pieds ? Comment tout ça peut-il être coordonné ? Et est-ce que les centrales, qui en plus ont bien sûr les inspections de l'autorité de sûreté, de l'inspection nucléaire, etc. Enfin, comment... Ouais, c'est une bonne question, tu as raison. Ça se marche un petit peu sur les pieds, c'est pas faux. Et à la base, mais c'était il y a déjà 4 ans, en fait, quand on a discuté de l'accord, de mémorandum là, qu'on a avec l'AIEA, on voulait surtout se coordonner sur les informations qu'on échangeait, sur la programmation de leurs OSART avec nos peer reviews, etc. Mais bon, là, depuis, on a l'impression qu'ils nous courent un petit peu après, parce qu'on a fait des pré-start-up peer review, maintenant ils font des pré-OSART. Hein. On fait des corporate peer review depuis déjà pas mal de temps, ils commencent à faire des corporate... Je trouve ça, quelque part, un peu dommage, parce que je pense que c'est pas leur mission première. Et c'est pour ça, j'en reviens un petit peu là. L'AIEA, c'est une agence de l'ONU. Elle représente les États. Et il me semble que la mission première, là, j'en ai discuté notamment avec l'ASN, qu'on évoquait tout à l'heure, qui en est d'accord. La mission première de l'AIEA devrait être d'évaluer les autorités de sûreté nationale et de faire des missions IRRS, que tu connais, d'évaluation des autorités de sûreté. Il me semble, on serait plus complémentaires si eux se chargeaient finalement de contrôler et d'évaluer les autorités de sûreté et de faire des peer reviews d'autorités de sûreté, et nous, on faisait celle des exploitants. En plus, c'est pas forcément les mêmes compétences, parce que lorsqu'ils font des OSART, ils ont peu d'exploitants. Hein, souvent, c'est des membres d'autorités de sûreté, c'est des experts, c'est pas forcément des exploitants de centrales. Donc, c'est parfois un peu redondant, un peu trop, à mon avis. Et encore une fois, je sais qu'au moins en France, c'était le point de vue de l'ASN. L'AIEA, émanation de l'ONU, représentant les États, devrait plutôt se centrer sur l'évaluation des autorités de sûreté. Ils le font, mais qu'en partie. Ou l'évaluation des questions de sécurité. Et sécurité au sens protection des matières nucléaires, protection des sites. Ça, c'est une question qu'on a souvent aussi, notamment après les attentats terroristes. On dit, ah, WANO, vous devriez aussi regarder
le risque terroriste. Puis on sait que il y avait eu tout un débat sur les stress tests européens, est-ce qu'on prenait en pas ou contre le risque terroriste. Bon, nous, notre réponse, elle est simple, on ne fait pas. Parce que d'abord, dans beaucoup d'États, les réglementations sont nationales, les moyens de réponse sont non pas privés, mais c'est l'armée, c'est la police, etc. Et c'est le rôle de l'AIEA de le faire, représentant les États. Donc, mon point de vue, j'ai de temps en temps des rencontres avec Amano, et je revois encore la semaine prochaine, on va essayer d'en parler, mais ils sont très attachés à leur programme OSART, qui est plus ancien que le programme de Pierre-Yves Douaneau. Mais c'est pas la peine de l'élargir. Il vaut mieux qu'ils aillent dans des domaines qui sont plus les leurs, plus dans le domaine régalien, évaluation des autorités de sûreté, évaluation de la sécurité des sites. Parce que nous, on le fait pas, ça. Bon, je crois qu'il est temps de terminer cette conférence. On va remercier Jacques Reynaldo de son intervention, des questions qu'il nous a posées, de celles qu'il nous a suggérées même. Et je propose qu'on l'applaudisse. Merci beaucoup. Merci de vos questions aussi. Je vous remercie à tous d'être venus. N'oubliez pas de vous inscrire à la Sfen éventuellement, ça fait pas de mal. Ça fera du bien à son budget. Donc sfen.org, et ça coûte pas très cher et c'est déductible des impôts.